Bienvenue dans School TV, le MAG. Chaque semaine, nous mettons en lumière des initiatives, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, qui façonnent l'avenir de l'éducation. Et cette semaine, je suis en compagnie de Cécilia Brio. Salut Cécilia. Salut Alix. Et voici le sommaire. On vous propose aujourd'hui un regard fort sur la jeunesse iranienne à travers un parcours marqué par l'exil, l'engagement et la mémoire. Massoumeh Raouf, ancienne prisonnière politique en Iran et auteur, est avec nous aujourd'hui. Nous reviendrons ensemble sur son parcours, ses luttes et son engagement pour la liberté d'expression et les droits humains. Et dans ta loupe, Cécilia, de quoi nous parles-tu ? Je vais vous parler du parcours inspirant d'Armin Harefi, qui est journaliste franco-iranien et qui a vu cette jeunesse évoluer. C'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour Massoumeh. Bonjour Cécile. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présente. Merci de m'avoir invitée à cette émission. Avec grand plaisir. Massoumeh, j'aimerais qu'on reprenne un peu la chronologie de votre histoire. Vous êtes arrivée en France en 1985, après vous être évadée d'une prison en Iran. Comment est-ce que vous avez vécu ce passage à l'exil ? C'est une longue histoire, parce que moi-même, j'étais génération de la révolution contre le régime du Shah. Oui. C'était une dictature monarchique. En 1979, nous avons renversé le tyran pour avoir un pays libre et démocratique. Mais malheureusement, les pays tombaient dans les mains des intégristes avec complicité de grandes puissances. Dans les conférences de Guadeloupe, ils sont mis d'accord que Shah, qui était en train de tomber, parte, que Khomeini le remplace, mais le système ne change pas. Et comme ça, ce système barbare et sanguinaire arrivait au pouvoir en Iran. Après la révolution, avec un grand espoir de printemps de la liberté, nous avons continué notre activité politique dans une ambiance révolutionnaire à cette époque-là. Mais malheureusement, c'était très, très courte durée. Quand Khomeini s'est installé en Iran, il a montré son vrai visage réactionnaire. Les premiers mouvements politiques qui combattu le Shah, qui était très, très populaire dans la jeunesse, chez les jeunes et aussi chez les femmes, parce qu'il prônait l'égalité des femmes et des hommes qui ne plaisaient pas au Khomeini et les mollahs. Cet mouvement politique est devenu premier opposant au régime des mollahs. Alors, tous leurs sympathisants étaient réprimés par le régime de Khomeini. Et Khomeini a donné un fatwa pour... il a défini toutes les sympathisants des moudjahidines de l'Iran, les musulmans progressistes, chiites, comme Mohareb, ça veut dire ennemi de Dieu. Alors, les chasses aux opposants à cette époque est commencée. Et à cette époque, je travaillais comme un journaliste pour le journal Moudjahid. C'est un journal qui diffusait plus de 500 000 exemplaires partout en Iran et très, très connu. Et tout était illégal du jour au lendemain. Et dans cette activité journalistique, je contactais les familles des victimes, j'étais arrêtée et j'étais condamnée à 20 ans de prison en 10 minutes par un juge charia, sans aucun droit à la défense, sans aucune preuve contre moi. Même ils ne me connaissaient pas. Et vous aviez quel âge à cette époque ? J'avais 20 ans à cette époque. Et après seulement 8 mois passés en prison, vous avez réussi à vous évader de prison, d'une prison de sécurité maximale qui plus est. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous avez vécu cette période en prison ? Oui. Ce que je raconte dans mon livre, vous pouvez le montrer, oui.
Évasion de la prison d'Iran. Il est sorti en février 2022 par édition Ballon. Dans ce livre, j'ai essayé d'expliquer, de raconter mes souvenirs après la victoire de la Révolution, comment ce régime barbare a commencé des répressions et instauré cette barbarie qui dure jusqu'à maintenant. Mon arrestation et aussi ce qui se passait derrière les barreaux. Oui. Parce qu'on était, on était coupé du monde extérieur, on avait droit à rien, et il y avait des tortures, il y avait des privations de tous les droits, mais au contraire, entre les prisonniers résistants, il y avait une grande complicité et solidarité. Alors, pour montrer notre résistance à notre geôlier, qui, malgré toutes les répressions, toutes les tortures, vous n'arriverez pas à briser notre résistance. Nous avons planifié un plan d'évasion de prison et avec complicité. Mais continuons, les filles très courageuses, on a réalisé cette rêve qui semblait un rêve. Et moi-même, je n'imaginais pas que je sortirais vivante. Et comment vous vous y êtes pris pour sortir de la prison alors ? Je explique avec les détails. Oui. On a grimpé un grand mur. Ça s'est fait à plusieurs avec les autres femmes prisonnières. Avec les complicités des autres pour diversifier les geôliers et de nous aider de grimper cette grande mur de 4 mètres et sortir de cette zone qui était, qui était illuminée avec grands projecteurs. Oui. Et quand je parle, toutes les images me reviennent. C'était de la nuit, des silences, des moteurs des passerons qui passaient dans les roues. Et mon corps battait au chamat. Et parfois, je devais passer devant les portes de la prison. Et chaque instant, j'avais l'impression que je vais être arrêtée par les gardiens de la Révolution. Heureusement, j'ai passé cette zone dangereuse jusqu'à arriver dans une place de la ville pour me réfugier chez le peuple iranien. Qui est intéressant que nos geôliers nous disaient que les mouvements des moudjahidines du peuple n'a pas de base populaire. Vous êtes ici, on va vous protéger, le peuple. Si vous sortez, vous serez tué par le peuple qui vous déteste. Mais pendant 2 années, j'étais en clandestinité, hébergée chez ce peuple en question. Et malgré qu'ils savaient que je suis un membre des moudjahidines du peuple d'Iran, et ils savaient que je me suis évadée de prison parce que les infos de cette évasion étaient comme une bombe. Tout le monde était au courant que 2 filles a fait un pied donné au Mollah et ils ont fait la belle de la prison. Et malgré toutes ces menaces, pendant 2 ans, ils m'ont protégée, ils m'ont aidée. Et donc vous avez vécu caché ? Oui, chez les différentes familles dans différentes villes de l'Iran. Pour trouver les réseaux. À l'aide de ce réseau, je me suis sortie vers Kurdistan iranien. Là-bas, à l'aide des réseaux de Kurdes, je suis sortie de Kurdistan irakien. Là-bas, chez l'ambassade de France. Ah oui. J'ai demandé d'asile et j'ai reçu des papiers. Et comme ça, en 1985, je suis arrivée en France. Et quelle a été votre première impression en arrivant en France ? Franchement, il y avait une proximité culturelle entre les Iraniennes, entre l'Iran et la France. Parce que toutes les histoires contemporaines de France, de la résistance française devant les fascismes de Hitler, c'est inspiré que c'est un pays de la liberté, des droits de l'homme. Alors,
Mentalement, pour moi, c'était comme si je la connais déjà. C'était familier, cette culture de résistance devant la barbarie. Pour nous, le régime iranien, c'était un fascisme religieux. Ça ressemblait beaucoup au fascisme de Hitler que déjà les Français ont vécu. Et je pense que grâce à cette culture de résistance, les Français comprennent bien notre lutte pour la liberté. Et je reçois je participe à beaucoup de salons de livres, je reçois beaucoup de soutien. Soutien des Français. Oui. Néanmoins, l'exil est souvent une expérience douloureuse. Qu'en a-t-il été pour vous, au-delà de l'accueil et de ces valeurs de résistance que vous pouvez partager avec la France? En réalité, l'exil, c'est très dur à supporter. Quand vous êtes coupé de ta famille, de ton pays, de tes amis, et maintenant il y a beaucoup de possibilités de communication, mais à cette époque c'était moins, c'était plus difficile d'avoir des nouvelles. Quand j'étais en prison, j'étais interdit de visite de famille. Et je ne savais pas, au moment que j'ai réalisé l'évasion, je ne savais pas que mon frère Ahmad a été arrêté et il était dans les mêmes prisons que moi, dans les sections des hommes. Le soir de mon évasion, quand j'ai contacté ma famille, j'ai compris que mon frère Ahmad il est dans la même prison. Alors, pour moi, c'était très dur. De vivre ça à distance. De vivre ça. Et le régime faisait beaucoup de pression sur ma famille pour que je me rende au régime. Ils ont torturé mon frère pour complicité dans mon évasion. Et aussi, ils l'ont gardé pendant des années, jusqu'en 1988. Oui, parce que justement, votre frère Ahmad a été exécuté en 1988, après avoir été torturé. Vous en parlez dans ce livre, Un petit prince au pays des Mollahs. Il retrace l'histoire d'Ahmad, mais aussi de votre famille. Son exécution fait partie de l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire de l'Iran, avec près de 30 000 prisonniers politiques tués. Quel rôle votre frère a-t-il joué dans votre parcours ensuite? À cette époque, j'étais en France, j'attendais qu'il soit libéré parce qu'il était condamné à 5 ans de prison et il avait passé plus de 5 ans en prison. Et au lieu d'avoir la nouvelle de son libération, quand j'ai appelé mon père pour prendre des nouvelles de Ahmad, mon père était étonné parce qu'il pensait que Ahmad sortait de l'Iran pour me rejoindre. Et moi, j'ai dit, papa, non, il n'a pas arrivé chez moi, vous vous trompez. Il est allé chercher des prisons de prison parce que Ahmad a été libéré pour quelques mois en courte durée et il essayait de sortir de l'Iran. Et il est tombé dans les pièges des gardiens de la Révolution et à nouveau été arrêté, torturé et exécuté dans le grand massacre des prisonniers politiques. Et les passants, les gardiens de la Révolution, après des années de recherche, ont dit à mon père, ne cherche plus ton fils, nous l'avons exécuté dans une prison de Ouroumieh, c'est dans le nord-est de l'Iran. Et ils n'ont pas donné ni adresse de son tombe, ni le corps. Et c'est un calvaire qui, pendant des années, beaucoup de milliers de familles ont vécu en Iran. Après ce massacre, toujours, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé à mon frère Ahmad. Alors, je me relançais dans une recherche sur les victimes du massacre des prisonniers politiques en Iran, et spécialement sur le massacre de 1988. Pendant des années, j'ai travaillé avec une grande équipe
sur ce livre qui s'appelle Crimes contre l'humanité. On a récolté beaucoup de renseignements sur les responsables du régime qui étaient impliqués dans ce massacre. Les fosses communes, beaucoup de listes des victimes. On y retrouve l'inventaire des 33 000 personnes exécutées. Nous avons arrivé de récolter plus de 5 000 noms et noms de familles, mais les estimations et les renseignements que nous avons de l'intérieur du régime, c'est que c'était plus de 30 000 prisonniers dans tous les pays. Ça passait sous le silence. Et le régime, encore en Iran, c'est interdit de parler de ce massacre. Et le régime essaie d'effacer toutes les traces de ce massacre. Après ce livre, pendant des années, je me suis allée chez Amnesty International. J'ai frappé la porte d'Amnesty International pour qu'ils fassent leurs recherches. Parce que le régime démentit. Et je ne voulais pas que cet massacre, cette souffrance de population soit oubliée et soit enfouie dans les histoires. Et heureusement, en 2018, Amnesty a fait une grande recherche sur ce massacre. Ça donnait un grand rapport de plus de 200 pages. C'est inédit dans l'histoire de Amnesty International. Et ça aide beaucoup notre démarche vers la justice pour les victimes. C'est la prochaine étape? Prochaine étape que nous continuons, c'est que les Nations Unies et les tribunaux internationaux jugent les responsables du régime qui étaient impliqués. Les grands responsables du régime, de son président qui était mort dans le crash de l'hélicoptère de Raisi, et d'autres dirigeants étaient impliqués. Et avant ça, il y avait leurs coordonnées dans ce livre de documents. Et ce livre de documents, ça sert comme un grand document preuve pour juger les responsables du régime. Et ce crime contre l'humanité ne doit pas tomber dans l'oubli et on milite pour ça. On continue jusqu'au jour que tous les criminels qui étaient, qui avaient sang sur les mains de victimes soient jugés et soient condamnés. On va continuer d'en parler, Massoumé, c'est l'heure de la chronique de Cécilia. On passe à la loupe tout de suite. Et Cécilia, dans ta loupe, tu nous parles d'un autre parcours inspirant. Oui, un parcours inspirant par son courage, celui d'un journaliste franco-iranien. Alors, il s'appelle Armin Harefi. Il est grand reporter pour l'hebdomadaire français Le Point. Et il est également spécialiste du Proche et du Moyen-Orient depuis 2011. Alors, en 2005, il a 21 ans. Il décide de s'installer en Iran. Il devient alors correspondant pour de nombreux médias français et étrangers. Mais au cours de l'été 2007, tout bascule. Oui, tout bascule à l'été 2007. Les services secrets iraniens décident de lui retirer sa carte de presse. Ses écrits ne plaisent pas au gouvernement conservateur qui est dirigé par Mahmoud Ahmadinejad. Il doit donc fuir la capitale Téhéran où il est installé, sous peine d'être emprisonné. Alors 9 ans plus tard, en 2016, il reçoit un coup de téléphone décisif. Cette fois-ci, il est de nouveau autorisé à revenir en Iran pour y travailler en tant que journaliste. Et son expérience, il la raconte dans plusieurs ouvrages. Oui, il est l'auteur de 3 ouvrages, dont Dentelle et Tchador, publiés en 2009, Un printemps à Téhéran, paru 10 ans plus tard. Alors, dans ce pays où 30% de la population a moins de 20 ans, Armin y découvre une jeunesse dont les mœurs ont bien changé. On l'écoute. Ce qui frappe tout de suite lorsque vous posez un pied en Iran, c'est le décalage total entre le régime islamique, l'un des plus durs du Moyen-Orient, et une grande partie de la population iranienne, notamment la jeunesse, extrêmement éduquée et ouverte sur l'Occident.
Lorsque je me suis rendu sur place en 2005 en tant que correspondant pour la presse française, j'ai été marqué par le fait qu'une grande partie, si ce n'est la majorité de la population, était opposée au régime islamique. Dans les rues du pays, le voile islamique obligatoire était mal porté par une grande partie des femmes. De nombreuses mèches de cheveux rebelles dépassant de part et d'autre du foulard. Mais à l'époque, les Iraniens étaient massivement opposés à toute action violente contre le régime islamique et souhaitaient avant tout des réformes, des ouvertures de l'intérieur. Or, à chaque fois que la population s'est manifestée dans la rue pour les réclamer, elle a essuyé une terrible répression. Dernière en date, celle du mouvement Femmes, Vie, Liberté, née de la mort tragique en prison de la jeune Mahsa Amini aux mains de la police des mœurs pour un voile mal porté qui a fait plus de 500 victimes, notamment des jeunes. Aujourd'hui, il y a un désespoir qui a gagné une grande partie de la population iranienne, notamment la jeunesse, dont une majorité souhaite quitter le pays et s'exiler à l'étranger, ne voyant pas d'issue favorable dans leur pays qu'ils aiment tant. Alors justement, face à ce témoignage, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour que la jeunesse iranienne soit enfin écoutée, enfin épanouie dans son pays, pour qu'elle évite justement de s'exiler? Ce que les jeunes iraniennes, la jeunesse iranienne, comme il a expliqué, totalement sont contre le régime des mollahs. Ils cherchent la liberté, la démocratie, un pays libre et indépendant des influences des pays, d'ingérence d'autres pays. Et aussi la fin de ce projet atomique du régime qui a amené les catastrophes qui on est tous les témoins de cette manière de répression du régime iranien. Les jeunesses iraniennes est consciente des enjeux de la liberté et la démocratie en Iran. Ils ne veulent pas ni le régime des mollahs, ce régime arriéré et sanguinaire, ni en revenir en arrière. Comme parfois dans certains milieux, il y a des propagandes comme si la jeunesse iranienne veut les monarchistes. Non. Les slogans essentiels dans toutes les manifestations à l'intérieur de l'Iran au moment de grande révolte après la mort de Mahsa Amini, c'était mort au tyran, qu'il soit Shah ou les mollahs. Alors, ils sont regroupés, ils sont organisés à l'intérieur de l'Iran, qui s'appelle Unité de la résistance. Ce sont des jeunes générations inconnues du régime, du système et du régime. Il fait des actes contre le régime, contre les symboles du régime. Et malgré les répressions, malgré beaucoup d'exécutions, qui maintenant, les machines de tuer du régime marchent sans arrêt, mais la résistance à l'intérieur de l'Iran, de la jeunesse, et aussi derrière les barreaux, ça continue. Chaque mardi, maintenant ça s'appelle mardi contre l'exécution, il y a des grèves de la faim des prisonniers politiques derrière les barreaux pour mettre fin aux exécutions en Iran. Alors, la lutte continue, la lutte change les visages, mais jamais ils n'ont renoncé leur but pour un pays libre et démocratique. Pas aucun dictature, on ne supporte pas des dictatures. Massoumeh, après avoir mis en lumière l'histoire de votre frère, vous le disiez, vous avez écrit Évasion de la prison d'Iran, cet ouvrage, qui raconte votre propre parcours. Quel rôle l'écriture a-t-elle joué dans votre processus personnel de guérison? Pour moi, écrire, c'est plutôt, comment dire, c'est la continuité de ma résistance devant le régime. Et parce que devant moi, il y a une dictature qui veut étouffer de toute manière toutes les voix. Oui. Après la publication de mon premier livre qui était Un petit prince au pays des mollahs, qui je raconte l'histoire de mon frère et aussi l'histoire de
la jeunesse iranienne, qui était la jeunesse de la révolution de 1979 jusqu'en 1988. Dans beaucoup de salons de livres, je racontais mes lecteurs. Quand je parlais de mon propre parcours, que je me suis évadée de prison, j'étais journaliste, ils m'ont demandé, Massoumeh, il faut que tu écrives tes souvenirs. Et comme ça, ce deuxième livre est né. Et j'étais au moment du coronavirus, que tout le monde était à l'arrêt. Oui, donc en 2020. Oui, je me mis de finaliser ce livre-là. Et j'avais déjà écrit une grande partie en personne pour réécrire en français, parce que quand on écrit pour les personnes en farsi, c'est une autre culture, c'est plus facile. Il faut s'adapter aux lecteurs étrangers, aux lecteurs français qui ne connaissent pas l'histoire de l'Iran, mais il faut qu'ils soient compréhensibles. Je l'ai écrit d'une manière très, comment dire, intime, comme si je me confie à un ami. Et beaucoup de mes lecteurs qui me croisent après dans les salons de livres, il y a une proximité, comme si je rencontre un membre de la famille. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a encouragé de continuer de briser le mur de silence qui entoure la résistance iranienne, parce qu'on est une résistance indépendante. On n'appartient pas à aucun bloc politique, ni Occident, ni comment dire, d'Orient. Et on sait que l'Iran, c'est un grand pays géopolitique. Il y a différents acteurs dans ce sujet-là, qui leur action est au profit d'endurer encore ce régime barbare à rester au pouvoir. Et c'est notre rôle, c'est continuer la lutte du peuple iranien pour arriver à une réelle liberté et démocratie. Merci beaucoup, Massoumeh Raouf, ancienne prisonnière politique en Iran et auteure. Merci d'être venue sur ce plateau. Merci pour ce témoignage d'utilité publique. Merci à toi, Cécilia. À demain. À demain. À demain pour un nouvel épisode du MAG.